Et bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 2 juin 2023 où je vais aller analyser Ethereum, quel mouvement il y a eu au niveau des charts, mais je vais aussi regarder le dollar, l'inflation US et surtout le Fed Watch Tool, donc le guesstimate de la montée ou non des taux par les institutionnels, parce qu'on a eu énormément de mouvements cette semaine. Beaucoup d'incompréhension, mais en réalité, c'est revenu à la normale, donc c'était par rapport au plafond de la dette. On va revenir sur tout ça. Alors déjà, au niveau de Fear and Greed Index, donc le sentiment de marché des marchés crypto, et bah, ça va faire maintenant 3 semaines que on n'a strictement aucun mouvement. Donc aucun mouvement sur le Fear and Greed Index. On reste toujours au niveau des 50, 45, 55. On ne sort absolument pas de ce paradigme d'incompréhension, d'incertitude. Premièrement, vous avez le fait que les institutionnels eux-mêmes attendent la montée ou non des taux lors du prochain FOMC. En plus de ça, vous avez le fait que on n'a strictement aucun volume du fait que l'on soit en période estivale, période d'été, donc très peu d'institutionnels présents sur les marchés. En plus de ça, vous avez le fait que on n'a strictement aucune news intéressante ou projet intéressant qui sort pour ramener des capitaux. Pour vous la faire courte, la dernière mode sur les cryptos, c'était les mêmes coins. Donc au niveau investissement long terme et allocation de capital, c'est pas ce qui va faire bouger les marchés. Et en plus de ça, on a toujours du coup la fameuse zone technique du gap au-dessus des cryptos, donc que ce soit sur Ethereum ou Bitcoin. Donc cette fameuse zone d'order block complètement vide de plus de 500 points, 600 points, mais sur Bitcoin du coup c'est à peu près, donc c'est de 30 000 à 38 000, donc 8 000 points. Donc voilà, pas de mouvement, pas de greed, pas de fear, encore moins d'extreme greed, encore moins d'extreme fear. Mais voilà, pour rappel, les marchés crypto qui sont des marchés qui se drive par les sentiments. Donc vous avez des mouvements qui se terminent en extreme fear, mouvement baissier qui se termine en extreme fear, mouvement haussier qui se termine en extreme greed. Ça me laisse penser que ce fameux mouvement haussier n'a toujours pas connu son top. Pourquoi? Parce que du coup, depuis le début du mouvement, on n'est encore jamais rentré dans l'extrême grid. On peut voir par contre qu'au niveau des marchés actions, on a donc un sentiment qui change. Donc on était proche de l'extrême grid, là on est passé dans le grid et on se rapproche du neutral. Donc on voit que sur les marchés actions, on a du mouvement. Marché crypto, comme expliqué, les marchés sont drivés par les brokers et les exchanges. C'est donc eux qui ont la supply, c'est eux qui peuvent faire des manipulations de marché et libérer le cours à la hausse ou à la baisse. On voit bien que vu la zone qui les attend au nord, donc zone sans beaucoup d'ordre dans le carnet, donc sans rémunération, ils préfèrent du coup manipuler le prix et faire quelques liquidations à la hausse comme à la baisse. Donc là voilà, on avait ce canal haussier qu'on est venu break par le bas. On est venu donc manipuler en dessous, peut-être reformer un canal haussier pour, encore une fois, le break par le bas. Et tout ça jusqu'à ce qu'il libère les vannes de la liquidité et permette enfin le mouvement haussier. Parce que pour rappel, pour du coup manipuler le prix de cette manière, ils sont obligés de jouer avec le supply qu'ils possèdent. Or, Ethereum, le supply en général est quand même assez rare. Voilà, quand on voit la courbe du supply, l'évolution dans le temps, on peut comprendre que jouer avec le supply d'Ethereum, c'est quand même assez dangereux. Et en plus de ça, le supply d'Ethereum et de Bitcoin dans les exchanges est le plus bas depuis 2015. Donc, vous imaginez bien que ce petit jeu de voilà, je te fais des liquidations histoire de gratter un maximum de revenus dans cette zone avant d'attaquer celle-ci va à un moment devoir s'arrêter et peut-être que on aura du coup le catalyseur du FOMC pour la résolution de cette grosse manipulation de prix. En attendant, on va regarder donc au niveau des annonces éco. Annonce éco, aujourd'hui, on avait le chômage. Chômage US qui se porte extrêmement bien. Donc déjà, chômage européen, on est à 6,9%. 6,9%, c'est le chômage le plus faible
depuis le début du siècle. Donc le chômage en Europe se porte extrêmement bien. Et enfin, chômage US, lui, se porte encore mieux. C'est-à-dire que on attendait donc des offres de chômage de 160 000, on a eu 290 000. Donc là, pareil, on avait une attente des salaires non agricoles de 1000, on est à 339 000. Donc vous avez une résilience extrême sur le marché de l'emploi US. Mais pourquoi ça ne pourrait pas forcément inciter la Fed à augmenter les taux? Tout simplement parce que l'inflation, elle, est totalement dans les choux. Je n'ai pas de meilleure expression pour expliquer ça, mais voilà, donc on a encore eu un point plus bas annuel, donc 2,73. Donc là-dessus, on se rapproche encore une fois de la déflation, mais c'est quand même maîtrisé. Voilà, ici c'était des niveaux assez dangereux. Donc on voit ici que voilà, on avait des grosses résolutions à la baisse de ces petits ranges ici au niveau de l'inflation. Là, on voit que voilà, on est commencé à devenir flat. On arrête l'exponentielle au niveau à la baisse. On essaye de réduire la tendance haussière. Donc bon, l'inflation, tant qu'elle reste dans cette zone de prix entre 3 et 2, pour rappel, c'est les targets de la Fed. Donc là-dessus, la Fed a atteint ses targets au niveau de l'inflation. Le marché, lui, se porte bien, sachant que, pour rappel, la Banque Centrale Européenne n'a, elle, qu'un seul objectif, c'est le maintien de l'inflation. Or, la Fed, elle, a deux objectifs. C'est premièrement le maintien de l'inflation à 2%. Deuxièmement, le marché de l'emploi. Donc là-dessus, c'est quand même assez fou quand vous avez eu peut-être 80% des économistes qui criaient à la Fed, à la BCE que voilà, ils font n'importe quoi, ils ne savent pas faire leur travail, etc. Alors que eux ne font pratiquement rien de leur vie, hormis parler sur les plateaux de télé. Et bien là, on peut voir que la Fed a réussi à vaincre l'inflation sans casser le marché de l'emploi, ce qui est quand même un très très beau travail de leur part. Mais pour le coup, donc ça laisse des perspectives assez intéressantes pour la suite. On attend du coup le 14 juin. Et là, on revient sur le Fed Watch Tool. Donc, Fed Watch Tool, pour rappel, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu donc la semaine dernière, on était, enfin, la semaine passée, donc pas la semaine dernière, mais celle d'avant, on était à 82% d'institutionnels qui priçaient pas de montée de taux et 18% qui priçaient une montée de taux. Arrive le discours de Powell. Le paradigme du plafond de la dette, voit-on ou non augmenter le plafond de la dette? Donc là-dessus, on a des personnes qui commencent à se hedger par rapport au fait que la Fed, en fait, pourrait augmenter ses taux à cause du coût du plafond de la dette ou du discours de Powell. Donc là-dessus, le dollar casse son range et récupère, donc en plus de récupérer de la liquidité baissière, casse le range par le haut, arrive au niveau donc du dernier order block, donc le niveau des 104.600. Les obligations US, pareil, cassent leur range par le haut, arrivent au niveau des 3,80. Et qu'est-ce qu'on apprend? Au final, le plafond de la dette a été levé, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et le parti républicain a réussi à avoir donc certaines concessions de la part du Parti démocrate, concessions qui annoncent que la Fed n'aura pas forcément à augmenter les taux pour continuer de combattre l'inflation. Et là-dessus, on a changement total de paradigme. Donc on était à 60, donc 80% d'institutionnels interrogés qui priçaient pas de montée de taux, 20% qui priçaient une montée de taux. On est passé, donc il y a 2-3 jours, à 60% de personnes, d'institutionnels, pardon, qui priçaient une augmentation de taux et 40% ou 30% d'institutionnels qui ne priçaient pas d'augmentation de taux. Arrive le 1er juin, donc hier, augmentation du plafond de la dette, quelques communications par rapport au deal qui a été fait, et voilà que les institutionnels repartent sur le scénario de base qui était pas d'augmentation de taux à venir pour le prochain FOMC du 14 juin. Donc, qu'est-ce que ça a mené? Sur les graphes, ça nous a permis d'avoir un dollar qui retourne dans son range, des obligations d'État US, pareil, qui retournent dans le range. Et alors, au niveau des obligations d'État US à 10 ans, je m'attendais à peut-être venir ranger au-dessus
du dernier support, de la dernière résistance du range. Je ne pense pas en réalité que ce soit le cas. C'était vraiment le fait que j'avais l'incertitude du CME qui me faisait penser ça. Mais en réalité, je pense qu'on va réintégrer le niveau donc des 3,60, 3,30, qui est pour moi le niveau logique, étant donné que le but des obligations d'État US à 10 ans est de surperformer l'inflation sur les 5 à 10 prochaines années. Donc vous avez toujours un price d'à peu près 2-3 ans sur les prochaines inflations. Pour l'instant, on en est loin. On est à 3,60 de rémunération pour une inflation à 2,73. Mais encore une fois, on attend la sortie du CPI du 13 juin où on aura enfin l'inflation que nous donnera le gouvernement US, parce que pour rappel, le gouvernement US change à chaque fois le calcul de l'inflation, la pondération de tel ou tel actif. Pourquoi? Parce que du coup, ça peut leur permettre de dire que l'inflation n'est pas tant élevée que ça quand elle est à 12% et de la price E à 8 ou 9. Mais du coup, ça a le résultat que lorsque l'inflation chute de 12 à 2,73, ils ne peuvent pas faire la même chose parce que du coup, ça paraîtrait assez étrange dans les calculs. Donc, ils sont obligés de garder les calculs actuels ou de les changer, mais à minima. Donc, ça pourrait nous faire penser qu'ils pourraient nous sortir une inflation à 3,50 au prochain CPI ou à 4. 3,50 ou 4, bah, pour l'instant, les obligations d'État sont à peu près dans ce niveau de prix. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, on est quand même là pour parler d'Ethereum. Donc, on va regarder les métriques. Ah oui, non, juste avant, je voulais voir donc un dernier aperçu sur les liquidités de la Fed. Donc voilà, j'avais toujours ce problème au niveau de la Fed peut-être monter ses taux, mais investir dans les marchés pour éviter la déflation vis-à-vis du fait que l'inflation US se rapproche fortement de la déflation. Bon, maintenant que le paradigme de montée des taux, qui était pour moi une grosse bêtise, je ne comprenais pas qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça. Bah, maintenant que ça c'est terminé, enfin c'est terminé, voilà, le guesstimate est revenu à la norme, donc 70% à peu près d'institutionnels qui price pas de montée de taux. Et les 30% pour moi sont des sceptiques. Pourquoi? Parce que il faut les comprendre, ça va bientôt faire 2 ans et demi que la Fed ne fait qu'augmenter ses taux à chaque FOMC. Donc, c'est vrai que l'être humain a tendance à ne pas aimer le changement et à se dire, voilà, les choses sont comme elles sont et elles n'évolueront pas forcément. Mais en tout cas, au niveau de la Fed, bah, on voit que malgré le fait que voilà, ils ne vont pas forcément augmenter les taux, ils continuent d'investir dans les marchés pour éviter la déflation. On a du coup un bilan de la Fed qui a encore monté. On était reparti sur le haut du canal. Possible réintégration encore une fois du canal haussier. Et ben non, on est directement rebondi pour revenir au niveau des 6 milliards 175, 6175 milliards, pardon. Donc c'est 6 000 milliards. 6 000 milliards, 175 milliards, 6 175 milliards du coup de liquidités de la Fed qui sont investis dans les marchés. Au niveau de l'overnight reverse repo, très bonne nouvelle. Ah oui, ça, il fallait quand même que j'en parle. Donc, on attendait depuis mai, on n'avait que des sommets de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On avait un espèce de range à ce niveau-là et on attendait le break du dernier plus bas des 2 milliards, 2173 milliards de liquidités à la Fed et ça y est, on a enfin break ce niveau. On est aux 2 milliards, 2160 milliards. Décidément, j'ai un vrai problème avec les liquidités des US. Mais voilà, donc 2 trilliards 160 milliards, c'est la liquidité qui reste au niveau de la Fed. Donc on a quand même au niveau des plus hauts qui étaient de 2375 milliards, on est actuellement à 2160 milliards. Ça nous fait donc une baisse de 215 milliards. Donc 215 milliards qui sont revenus des institutionnels qui ont mis leur liquidité à la Fed dans les marchés. Très bonne nouvelle et ça, on a pu le voir au niveau du S&P, on a pu le voir au niveau, pas des cryptos, parce que les cryptos c'est toujours le néant, toujours le range, on ne veut pas quitter ces niveaux de prix tant que du coup on n'a pas la résolution soit du FOMC, soit du retour un petit peu de la liquidité sur les actifs risqués. Et dans les actifs risqués, les actifs les plus risqués sont bien sûr les cryptos. Et dans les cryptos, les actifs les plus risqués sont les altcoins, Or, Bitcoin, Ethereum.
Et chose très intéressante, et ça me permet de faire une transition vers les metrics, c'est l'altcoin season. Donc l'altcoin season, on a aussi eu du news au niveau des metrics. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. C'est toutes les metrics sur lesquelles on était depuis 2 semaines commencent à évoluer, hormis le Fear and Greed Index. On a cassé donc le support des 7 pour l'altcoin season. Donc on a enfin des nouveaux capitaux qui s'investissent sur des actifs hors Bitcoin. Ce qui est une très bonne nouvelle, mais c'est assez étrange au niveau de ces capitaux parce que du coup, quand je regarde la charte de Bitcoin, Ethereum sur Bitcoin, pardon, on voit que Ethereum, lui, a cassé donc le niveau de la tradeline qu'il avait construit. Donc là-dessus, ça me fait penser qu'en réalité, les nouveaux capitaux qui se sont investis dans les cryptos ne se sont pas, dans les altcoins, pardon, ne se sont pas investis sur Ethereum. On peut le voir d'ailleurs dans le break de cette tradeline qui a été ravalé directement avec cette bougie. On attendra la clôture de celui-ci et on verra ce week-end si on aura une réintégration de cette trendline pour peut-être continuer donc ces bas de plus en plus haut et ces hauts de plus en plus haut et enfin break le canal baissier qu'on a amorcé depuis maintenant le 5 décembre 2022 et pour peut-être retrouver des niveaux donc de liquidité de voilà, la market cap d'Ethereum représenterait 80% de la market cap de Bitcoin, qui serait quand même quelque chose d'assez intéressant sur le fait que si Bitcoin est réellement de l'or numérique, eh bien on ne peut pas vraiment tirer de la croissance. La croissance, elle, se trouverait plus sur Ethereum, donc plus de capitaux investis sur Ethereum annonceront du coup plus d'innovation, plus de rupture technologique dans le monde des cryptos. Et en parlant d'adoption, au niveau des metrics d'Ethereum, alors là on a la supply et voilà. Au niveau des metrics, bah écoutez, on est toujours dans de plus en plus d'adresses actives sur Ethereum. Après, bien sûr, donc au niveau des all-time, on voit que c'est vraiment exponentiel à la hausse. Maintenant, en year, on voit que c'est toujours haussier, mais bon, il y a quand même un petit peu moins de tangente haussière. Au niveau des 6 mois, pareil. Et au niveau des 1 mois, on voit que c'est assez flat. Donc en réalité, l'adoption commence quand même à se réduire sur Ethereum, malgré qu'elle soit toujours en hausse. Et on peut le voir aussi au niveau des L2, donc de l'activité on-chain des Layer 2. On voit qu'on a une baisse donc d'Arbitrum, ZK-Sync, Optimism, Immutable. On a une baisse de l'activité on-chain DL2 avec une petite hausse de l'activité on-chain d'Ethereum. Mais bon, avec les gros pics d'activité qu'on avait eu dernièrement, ça peut du coup permettre de baisser un petit peu les gas fees et aussi ne pas oublier qu'on est toujours dans cette période estivale de juin où du coup on a assez peu d'activité. Si on regarde du coup le période de juin donc de l'année dernière, c'était donc le bottom, hein, la fin de cette année 2022 qui a été très saignante au niveau des cryptos et au niveau du marché en général en réalité. Au niveau donc des charts, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc sur Ethereum, bah écoutez, Ethereum, on est toujours dans la même manipulation qu'on a eu au niveau de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on a toujours les mêmes metrics, on a toujours les mêmes niveaux clés à atteindre. Donc sur Ethereum, le retour de la value, du moins de la moyenne, serait donc 2800-3000. Mais pour atteindre ces niveaux, on doit passer ce gros gap qui se trouve ici. Donc pour ça, qu'est-ce que l'on fait? Bah écoutez, on a compressé un maximum le prix. On a break la résistance annuelle pour réintégrer directement. Et maintenant, on fait une pattern d'accumulation juste en dessous. Je vais juste actualiser parce que j'ai essayé de mettre Bitcoin par-dessus. Mais encore une fois, OBS et TradingView ne marchent pas très bien ensemble. Voilà. Donc, on peut voir que Bitcoin et Ethereum sont tous les deux assez résilients.
mais on a quand même une surperformance au niveau d'Ethereum. Encore une fois, ce qui est logique quand on sait que l'innovation des crypto-monnaies se trouve plus sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc, si Bitcoin est une réserve de valeur, généralement, il va du coup assurer une valeur long terme en prenant du temps et en ayant de la résilience par rapport au temps, alors que Ethereum, si il est du coup l'innovation et là où se développent les ruptures technologiques, Ethereum va aller beaucoup plus vite étant donné que le développement de technologies, les ruptures technologiques peuvent suivre l'adoption, mais c'est généralement une rupture technologique qui va amener l'adoption. Alors que sur Bitcoin, l'adoption de Bitcoin, elle se drive par le fait que Bitcoin est résilient avec le long terme. Donc c'est pour ça que sur le prochain cycle, si on attend une surperformance des marchés crypto, je pense que Ethereum sera du coup celui qui performera le mieux entre Bitcoin et Ethereum. On pourra avoir d'autres altcoins qui pourraient performer, mais bien évidemment, c'est possible qu'on ait des altcoins qui surperforment par le fait qu'elles suivent l'activité qui se développerait sur Ethereum. Par exemple des smart contracts ou des layer 2 ou des alternatives à Ethereum, malgré qu'il y en ait assez peu qui soient encore debout. En tout cas, vis-à-vis du chart, en attendant, pour ceux qui veulent faire du trading court terme sur les cryptos, pour rappel, trading court terme sur les cryptos, donc le scalping des cryptos, c'est plus en horaire que en minutes. Je vous invite à aller voir donc Didier Darcet, qui est un économiste qui a du coup modélisé la volatilité des marchés crypto par rapport aux marchés actions. Les marchés crypto sont 25 fois plus volatiles que les marchés actions. Pardon. Donc si jamais vous faites du scalping en 10 minutes ou 15 minutes sur les marchés actions, ce sera du coup du scalping sur du 1 à 2 heures en time frame sur les marchés crypto. Étant donné la volatilité de ces marchés, pour moi, la gestion à moindre risque se trouve en horaire plutôt que en daily, plutôt que en horaire ou en minutes. Mais bon, pour ceux qui font quand même du trading court terme, hein, chacun fait ce qu'il veut. Bah écoutez, on est passé sous le canal baissier. On suit toujours le canal baissier malgré qu'on soit en dessous. La zone donc de l'order block que j'attendais pour aller fill, on est venu la chercher. On n'est plus retourné dessus pour l'instant. On a quand même eu quelques liquidations. Donc à ce niveau-là, on a eu cette mèche qui a liquidé, puis on a eu cette nouvelle mèche qui a liquidé, mais on n'est jamais revenu sur ce niveau, ce qui peut me faire penser que c'est un lot protégé. Lot protégé signifie que les gros institutionnels ou les baleines, comme certains aiment les appeler, sont rentrés sur ce niveau de prix. Donc elles feront tout pour que le prix ne retourne jamais casser ce lot. Donc ce niveau de prix. Mais Mob chart me fait penser que, encore une fois, mon stop loss se trouve à ces niveaux-là et tant qu'on ne break pas ce niveau, donc le niveau des 2020, je laisserai mon stop loss à ce niveau-là qui pour moi est le lot protégé, donc ici les 1686. En attendant donc, on a création de canal baissier toujours sous ce canal haussier, sous le canal haussier de base. Au niveau de Mob chart, on voit que on a du coup quelques ordres qui ont été mises donc au niveau des 1848, au niveau des 1810 et on a toujours ces ordres en attente au niveau des 1706. Voilà pourquoi je ne bouge pas mon stop loss tant qu'on a des ordres qui se trouvent à ce niveau-là, donc au niveau des 1710, 1705. Je ne déplacerai pas mon stop loss pour me mettre à break-even. J'attendrai bien sûr qu'on vienne break ce niveau-là, qui est le dernier high qu'on a fait avant de faire que des lows, malgré que ça y est, on commence à repartir en tendance haussière. Après, donc ici, je vois bien qu'on a une pattern de réaccumulation. Donc, qui dit pattern de réaccumulation dit on va peut-être, donc on a peut-être fait le SCAR-ST et on va peut-être donc prendre la liquidité du ST avec un STB qui viendrait du coup chercher le prix au niveau des 1700 ou 1705 pour venir chercher donc les quelques ordres en futur qui sont en attente à ce niveau-là. Malgré qu'il n'y ait pas grand-chose, hein, il y a 11 000 Ethereum peut-être à venir chercher, sachant qu'on en a donc
15 000 ici, 6 000 ici, 11 000 ici, 8 000. Donc voilà. Ici, on a énormément d'ordres à aller chercher jusqu'au 1750, qui serait beaucoup plus intéressant d'aller chercher plutôt que descendre le prix jusqu'au 1710, qui pourrait faire du coup l'ouverture et la liquidation de ces positions-là, alors que la tenue de position est aussi un frais que le broker, avec lequel le broker peut se rémunérer. Maintenant, si vous avez donc, qui dit pattern d'accumulation, dit gros acteurs qui essayent de rentrer sur cet actif. Si jamais des gros acteurs essayent de rentrer vers cet actif, alors oui, il faudra de la liquidation pour du coup que vous leur vendiez vos Ethereum fraîchement achetés. En tout cas, en attendant, bah écoutez, on est toujours du coup sur cette pattern de canal baissier. On n'a toujours pas réintégré le canal haussier numéro 2. On n'a toujours pas réintégré le numéro 1. Au niveau de l'open interest, on est venu sur le niveau des 5 356 milliards. 5 milliards 356 millions, pardon, qui pourrait du coup être un nouveau niveau de liquidation. Pourquoi? Parce que pour rappel, on est venu dessus une fois, deux fois. On est du coup sur la troisième fois. À chaque fois, on est venu liquider. Donc on était venu à ce niveau-là, hop, on a liquidé. On était venu à ce niveau-là, hop, on a liquidé. On est venu à ce niveau-là, donc on attend peut-être une liquidation. Liquidation qui se passerait si on venait break le niveau des 1846. Donc voilà, pour moi, ceux qui viennent de rentrer, je pense que vous pouvez mettre vos stop loss au niveau des 1820 si vos targets sont le break de ce high à ce niveau-là et la continuation du canal haussier. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bon week-end. J'ai pas parlé de la supply d'Ethereum, mais bon, bah, on va, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à en dire, hein, c'est toujours beaucoup plus de burn que de création de supply. Au niveau des prévisions du nombre d'Ethereum stake et du nombre d'Ethereum en validator, en contrat, pardon, voilà, bah, il n'y a pas encore eu d'évolution à la hausse. On attend. Donc au niveau des contrats, on est toujours assez flat. Par contre, pardon, au niveau des validateurs, on a toujours une augmentation d'Ethereum qui se présente en tant que validateur. Donc réduction encore plus du supply. Bon bah voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis brief du S&P 500 soit demain, soit dimanche. Bon week-end à vous.